Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir. Je suis ravie de vous accueillir en direct et ravie déjà de voir toutes les personnes qui sont là d'un peu partout en France et aussi d'accueillir Laetitia Trio ce soir que vous connaissez sûrement. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors ce soir, j'espère que vous êtes prêts puisqu'on va partir en voyage avec Laetitia. Vous êtes sûrement heureux de la retrouver puisque Laetitia est accompagnante authentique de l'être en amour et en conscience. Elle va nous en dire davantage dans quelques instants. Ce soir, nous parlons d'amour. Et oui, qu'est-ce qui est le plus important de l'amour dans notre vie? Et Laetitia nous parle des maladies, du mal d'amour. Je trouve ça joli comment c'est amené et de 2 manifestations de ces maladies qui sont les relations toxiques et la dépendance affective. Et nous allons voir avec elle que ce n'est pas une fatalité. Elle va nous tendre la main par un voyage, nous accompagner. Alors je vous invite à la suivre dans ce voyage, justement pour recommencer à vivre dans un amour plus doux, plus tendre, inconditionnel et soutenant. C'est possible et c'est réalisable, c'est ce que nous allons voir ce soir et puis aussi dans les 2 ateliers qu'elle nous propose. Acceptez alors de faire ce voyage avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Puisque ce soir, nous faisons le voyage du héros. Pour certains, eh bien, vous connaissez peut-être les étapes. Il y a 9 étapes. Ce soir, nous voyons avec Laetitia les 5 premières étapes. Nous allons voir notamment comment reconnaître, eh bien, le désert sans fin de la dépendance affective. Et puis après, nous allons aussi aller déjouer les pièges dans la forêt ensorcelée des relations toxiques. Ce sont les mots de Laetitia et j'adore cet univers. Et puis, nous allons voir aussi comment échapper aux abîmes des personnes toxiques, rejoindre enfin la vallée de la reliance. Alors avec tous ces cadeaux, hein, puisque Laetitia va nous proposer de nous transmettre aussi des outils, des manières de voir, nous faire évoluer dans ces concepts. Et puis nous terminerons justement par cette reliance pour continuer, si vous le souhaitez, dans 2 autres ateliers pour cheminer sur les voies de la libération, un superbe voyage à venir. Voici pour le programme. Et Laetitia, si tu veux bien en dire davantage sur toi et sur ce voyage de ce soir, et on va se laisser porter. Hmm. Merci Charlotte, c'est vrai que j'ai plaisir en fait à parler d'amour. Pour moi, l'amour, c'est la vie en fait. C'est vraiment la vie et c'est important de regarder où on en est par rapport à notre relation à l'amour parce que ça dit beaucoup de choses sur comment on a choisi, nous, d'être et de nous incarner dans cette vie qui nous est proposée. Et je vais vous parler par des histoires, par des métaphores, par quelque chose de poétique. J'avais vraiment envie d'amener de la poésie dans ce que je vais vous partager, parce qu'à mon sens, si la vie n'est pas belle, si elle n'est pas poétique, c'est difficile en fait d'aller goûter à sa saveur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse toucher ça ensemble. Donc ça va se faire à travers au départ une histoire que je vais vous raconter qui va vous permettre en fait de comprendre un petit peu le mécanisme de ces maladies du malamour et comment elles se mettent en place. J'ai voulu le faire à travers une histoire parce que je trouve ça plus joli et puis ça nous permet de parler de sujets qui sont souvent difficiles à vivre et souffrants, mais d'une façon qui soit regardable et à travers laquelle on va prendre plaisir en fait à traverser cette histoire-là. Je vais pas vraiment me définir en mettant des étiquettes parce que c'est quelque chose pour ceux qui ont déjà fait des participé en tout cas à des conférences avec moi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. L'étiquette, c'est quelque chose de très enfermant, donc on va pas faire ça. C'est vraiment le positionnement. C'est voilà, moi ce que je vous propose, c'est de cheminer ensemble à travers un accompagnement en conscience, en amour, et on va voir ce que ça donne ensemble. Si vous avez des questions petit à petit lors de cette conférence, de ce voyage, eh bien, vous pouvez les poser dans le chat, en rapport bien sûr avec le thème de ce soir, hein, l'amour, les relations toxiques et la dépendance affective. Et puis, je les transmettrai autant que possible à Laetitia. Hmm.
Et c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. C'est ce qui permet d'amener aussi de la vie dans les conférences qu'on partage, puisque c'est un temps de partage ensemble et ça me semble important de pouvoir le reposer. Donc je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite pour vous et une histoire qui, j'espère, vous parlera et trouvera une résonance à l'intérieur de vous. Donc il était une fois, il y a fort fort longtemps dans le pays des humains, un temps où tous vivaient dans la joie et dans l'amour. Chacun occupait son temps à ce qui faisait vibrer son cœur. La vie était joyeuse et tout le monde collaborait librement, en conscience et en paix. Mais au fond de la forêt obscure, un sorcier s'ennuyait. Et il se demandait comment il pourrait faire pour avoir plus d'occupation. Car personne ne venait le consulter et il se sentait bien seul. Alors, pendant qu'il préparait un bouillon, en ronchonnant de frustration, il eut une idée. Il s'habilla à la mode de la ville pour proposer un spectacle de troubadour en ville. Et durant le spectacle, il chanta une chanson de récit où il suggérait subtilement qu'à quelques contrées de là, les habitants avaient perdu leur joie de vivre. Ils étaient devenus bien tristes, car ils avaient épuisé toute leur réserve d'amour. Ils l'avaient épuisée parce qu'ils l'avaient gaspillée à trop la partager. Et son méfait avait été fait. C'était déjà réalisé. Une graine, ou plutôt une gangrène, avait été glissée, plantée dans l'esprit des humains. Et cette graine, c'était la peur du manque. Et il fallut peu de temps pour que la peur se répande sur toute la Terre, faisant croire aux humains que l'amour était limité et que sa source pouvait se tarir. Les humains devinrent de moins en moins généreux, ils s'éloignèrent les uns des autres, et par méfiance, et pour répondre à leurs nouveaux besoins de ne pas trop donner par peur, et pour conserver de l'amour pour soi, au cas où, pour prévenir les moments de manque à venir, tout changea. Et c'est ainsi que l'humanité se retrouva à vivre dans la fameuse vallée de larmes et dans le désert de la dépendance affective. C'est ainsi que c'est né, dans cette idée que l'amour ne coulait plus. Et dans ce monde des humains, où tous partageaient la croyance que l'amour est limité et qu'il risque de manquer, heureusement, j'ai vraiment envie de dire heureusement, un enfant, lui, ressentait dans son cœur que tout ça ne pouvait pas être vrai. Il ressentait dans son cœur que la source de l'amour était infinie et qu'elle ne pouvait pas être tarie. Il entendit l'appel de sa foi, l'appel de son cœur, et malgré son jeune âge et ses peurs, il puisa au plus profond de lui-même le courage nécessaire et il se mit en marche vers son destin pour initier le voyage du héros. Et ce voyage du héros, c'est ce qu'on va faire, nous tous et toutes, ensemble, ce soir. En tout cas, c'est la proposition de pouvoir traverser ce voyage du héros qui commence ici, par cet appel de cet enfant qui a choisi de répondre à l'appel et de s'engager dans ce voyage. Et cet enfant, c'est chacun de nous, c'est notre enfant intérieur, à chacun, chacune, qui sait que l'amour est infini et qu'il provient d'une source qui ne se tarit pas. Et ça, c'est important. Et là, j'aimerais bien d'ailleurs que vous puissiez répondre à une question déjà, de savoir, voilà, est-ce que vous êtes conscient ou consciente qu'en fait, l'amour n'a pas de limite? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est, voilà, qui est présent, qui est vivant en vous? Et est-ce que vous le vivez comme ça ou est-ce que c'est difficile pour vous? Ça, ce serait ma première question à vous offrir parce que c'est important de savoir où on en est par rapport à notre rapport à l'amour. Donc, Charlotte me dira s'il y a des réponses par rapport à ça, et j'espère que oui. Et donc, notre première étape, à travers ce voyage du héros, c'est de reconnaître, en fait, le désert sans fin de la dépendance affective. C'est notre première étape. Et on va voir comment on peut regarder, en fait, ça, comment ça s'est créé, ce désert de la dépendance affective. Bien sûr qu'il est la conséquence de l'histoire que je vous ai racontée en amont, et qui est quelque chose que beaucoup d'humains partagent, mais c'est cette croyance où je me reconnais comme étant un désert aride.
Déjà, c'est pas facile, c'est assez dur de se donner ça, mais c'est se dire: «Voilà, je suis un désert aride et en moi l'amour ne coule pas. Le seul amour que je peux recevoir, je c'est-à-dire l'eau qui vient me bénir, me rendre fertile, faire en sorte que je puisse fleurir, m'épanouir et donner des fruits, ne peut venir que de ce que les autres m'apportent et encore pire que ça, je peux le mettre sur la croyance que ça ne peut venir que de ce que l'autre m'apporte, cet autre que moi-même j'ai choisi et à qui je donne ce pouvoir-là. Et si l'autre n'est pas disponible pour pouvoir m'amener cet amour qui va venir me remplir, m'irriguer et bénir tout ce qui est en moi, je vais rester aride en fait. Et si il ou elle décide que je ne suis pas suffisamment méritant ou méritante pour me donner ça, eh ben, là, ça veut dire que tout le reste de ma vie, je vais me retrouver soit à rester être un désert aride, soit à mendier aux autres autour de moi le peu d'amour qu'ils veulent bien me donner et que je sois en capacité de recevoir. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est là que se pose la dépendance affective. La dépendance affective vient du fait que j'attends que l'amour, l'affection viennent de l'extérieur pour venir irriguer mes terres. Et ça, c'est très dur. Et pour pouvoir, du coup, réussir à attraper cet amour, je vais mettre en place des jeux transactionnels. Je vais donner pour recevoir et je vais devenir dépendante du jeu que je vais faire avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment toute la première partie de la dépendance affective. On y reviendra après. C'est tout ce qu'on abordera durant le premier atelier ensemble pour voir comment on peut trouver un remède à ça, comment on arrête ça, comment on peut sortir de ça et comment on peut arrêter de faire ce jeu de cache-cache qui va nous emmener directement dans la forêt ensorcelée des relations toxiques. En fait, sans dépendance affective, il y a très peu de chances de basculer dans des relations toxiques. Alors, je mets un bémol, parce qu'il y a quand même des configurations qui peuvent nous amener là, mais la dépendance affective est souvent une des conditions nécessaires pour que je bascule sur ce type de relation-là. On va faire peut-être juste une petite pause, savoir s'il y a des choses qui ont été partagées par rapport au rapport à l'amour. Est-ce qu'il y a eu des réponses par rapport à Alors, ça ou pas du tout? il n'y a pas forcément là de réponse. Je pense que tout le monde est à ton écoute, de savoir sûrement la suite et ou alors peut-être, très très pudique. En tout cas, vous savez que vous pouvez, la partager, dans le chat même, par la suite, si vous le souhaitez. C'est vrai que l'amour, parfois on peut aussi avoir des difficultés à définir ce terme, avoir Mmh. l'impression qu'il y a aussi, plusieurs amours et avoir ses limites selon, ce qu'on met comme définition, derrière ce terme amour. Mmh. Est-ce C'est que très, ça très pourrait vrai. être une piste de réflexion? C'est une vraie piste de réflexion puisque l'amour est quelque chose de très profond et qui effectivement peut prendre plusieurs facettes, plusieurs manifestations, même si l'amour avec un grand A reste l'amour quoi qu'il arrive. Il y a plein d'aspectations qui peuvent être données à l'amour. Il y a l'amour bien sûr amoureux, il y a l'amour qui peut, aller chercher une résonance dans tout ce qui est de l'ordre de la sexualité et de la sensualité. Il y a l'amour aussi, qui peut être filial. Il y a l'amour de comment j'aime mon prochain et comment j'aime mes enfants, comment j'aime mes amis. Enfin, et il y a même dans les relations, on n'y pense pas toujours, mais même dans les relations professionnelles, il y a cette zone d'amour qui se passe et qui se joue aussi. Et Mmh. donc c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et très vaste. On peut voir tellement de choses à travers l'amour et il y a tellement de grilles de lecture différentes. Et alors, Jean-Pierre nous parle de l'enfant intérieur. Est-ce que l'enfant intérieur a à voir justement avec ce désert affectif, ce désert au niveau, de l'amour en soi, ces terres arides comme tu nous parles? Est-ce que finalement les blessures par rapport à cet enfant, seraient peut-être à l'origine, de cette dépendance, affective?
Alors, dans de très nombreux cas, effectivement, l'enfant intérieur est un des points de départ qui peut nous emmener vers la dépendance affective. Parce que c'est en lien avec l'attachement qu'on peut avoir et l'attachement que nos parents vont générer en nous. Si on a un attachement qui est sécure, où les parents sont là, disponibles à l'écoute, c'est on va avoir très peu de difficultés en fait dans le relationnel à partir du moment où la relation à l'amour que nous a donné nos parents est saine. Ce qui est assez rarement le cas puisqu'on est tous humains et que nos parents eux-mêmes jonglent déjà avec ce qui leur a été donné en amont de leurs parents qui eux-mêmes ont fait en fonction de ce qui leur a été donné. Mais c'est vrai que cette notion d'enfant intérieur et le lien soutenant qu'on peut apporter en tant qu'adulte à notre enfant intérieur fait partie des pistes pour pouvoir nourrir, pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir guérir cet enfant intérieur. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça Oui. d'ailleurs que dans l'histoire, je vous parle de l'enfant qui est en nous. Parce que à cet endroit-là, c'est vraiment lui qui joue son rôle pour aller trouver la solution. Parce que lui, il est connecté à son cœur, il est dans le moment présent, il est encore dans cette innocence de l'enfant. Merci beaucoup Laetitia pour cette précision sur, l'enfant intérieur et comment ça peut se passer et Annick, nous partage son opinion. Pour elle, l'amour est inépuisable en chacun de soi. Mmh. Je suis tout à fait, raccord avec ça, Annick, c'est cette notion où, l'amour est quelque chose d'infini qui est, en tout cas dans ma perception des choses, qui est disponible tout le temps, partout, en tout et après, c'est à chacun de pouvoir, développer en fait cette capacité à venir cueillir l'amour où il est et pouvoir s'en nourrir et il y a une notion d'acceptation, heu, par rapport à ça. Donc on va continuer notre petit chemin. Mmh mh. Là, on est arrivé donc dans le désert. On a traversé notre désert et on va rentrer dans notre forêt. Juste avant ça, je tenais à préciser, voilà, dans le premier atelier qu'on fera ensemble, où on abordera toute cette partie de dépendance affective, on verra comment on trouve un remède à ça et comment on sort donc du jeu de cache-cache qui si on le met en place, ce jeu de cache-cache entre soi et l'autre et je t'aime pas et comme on dit de l'amour, là on arrive directement dans la forêt, comme je vous disais, ensorceler des relations toxiques et c'est là qu'on arrive maintenant. Et dans cette forêt, en fait, il y a plein de pièges. Mais c'est des pièges qui sont des illusions. Et c'est des illusions qui sont elles-mêmes issues de nos croyances, les nôtres, celles dont j'ai hérité et celles que j'ai moi-même créées. Parce qu'il y a vraiment ces 2 parties-là dans la partie illusion. C'est un peu comme des mirages, c'est des choses que je me raconte, c'est des histoires que je me raconte ou des histoires qu'on m'a racontées et en fait, pour pouvoir sortir de cette forêt où je navigue, à travers, le chant des sirènes, des fantômes, des mirages, pour pouvoir sortir en fait de tout ça, et je me sens victime de tout ça, puisque tout ça m'assaille, le premier réflexe qu'on va avoir, en fait, c'est de chercher un sauveur. Et à partir du moment où je cherche un sauveur, bah, je valide ma position de victime. Ou au contraire, à travers cette forêt-là, où il y a plein d'autres personnes hein, qui circulent et qui naviguent et qui sont perdues aussi, je vais peut-être vouloir sauver une autre personne qui semble plus fragile, plus vulnérable, plus faible, moins ceci ou plus cela et où je vais moi-même prendre cette position de sauveur et où je vais positionner l'autre dans cet état de victime, dans ce rôle de victime. Et c'est à partir de là que les conditions sont mises en place pour développer une ou des relations toxiques. À partir du moment où on rentre dans ce triangle de Karpman, où on a la victime, le sauveur, le persécuteur, on va constamment jouer dans la relation toxique et ça se met très très facilement en place. Et dans la relation toxique, souvent, on rentre dans l'abîme de croire que l'autre est toxique. Et en fait, c'est pas l'autre qui est toxique, la plupart du temps dans une relation toxique, c'est ce jeu relationnel qu'on joue ensemble qui amène une toxicité. Parce que dans ce jeu-là, la nature même de l'échange qu'on partage ensemble est toxique. Parce que j'attends quelque chose de l'autre, l'autre attend quelque chose de moi, et on joue cette transaction qui va être malsaine
Et c'est un jeu d'ego. C'est un jeu d'ego où on joue ensemble, on joue au ballon, en fait, ensemble, l'un et l'autre. Et on va se renvoyer la balle de quelque chose qui est toxique et on va entretenir, en fait, cette toxicité. Et la façon de pouvoir sortir de ce jeu toxique, de cette forêt ensorcelée, c'est qu'à un moment donné, chacun va devoir prendre sa propre responsabilité, son propre courage à deux mains et de se dire, voilà, je me positionne, je ne suis pas une victime, je ne suis pas un sauveur, je suis moi-même, je suis dans cette forêt où je suis en train d'essayer de sortir de mes croyances, de faire le deuil des mirages qui sont là et qui m'assaillent, et je vais faire en sorte de vraiment revenir à moi-même, d'arrêter de regarder ce qu'il y a à l'extérieur, ce que je me raconte, le drame de ma vie. Je retourne à l'intérieur et je chemine pour sortir de ça. Et Mmh. c'est ce chemin-là de reprise de pouvoir, là où je vais redevenir souverain ou souveraine de mon propre royaume. Ça, c'est ce que nous verrons pendant le deuxième atelier. Et c'est ce qui va nous permettre de poursuivre notre voyage du héros. Et c'est pas évident. Il va falloir être très vigilant ou vigilante pour pas tomber en fait dans ces relations toxiques. Parce que même sur ce cheminement de retour à mon propre pouvoir, il y a ce risque où à un moment donné, bah, je me retrouve et je vais reprendre cette position de sauveur. Et dans ces abîmes, en fait, par rapport aux relations toxiques, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il existe des personnes qu'on va appeler toxiques, je vais mettre des guillemets autour. Il faut bien comprendre que dans la désignation réellement de la personne toxique, elle n'est toxique qu'à cause de la pathologie, souvent psy, dont elle est elle-même victime. Et la personne toxique, dans ces cas-là, elle ne l'est que dans la mesure où je prends et je choisis de jouer ce jeu de ballon dont je parlais tout à l'heure avec cette personne-là. La personne toxique, en elle-même, elle ne fait pas exprès, en fait, pour d'être dans ça. Elle est elle-même victime de ce qui est en train de se jouer. Elle est elle-même victime de sa propre pathologie. Elle est même elle-même arrivée dans sa zone de difficulté. Mais ce qui fait que ça va devenir une relation toxique, c'est dans le rôle que je vais prendre par rapport à elle, dans le rôle que je vais prendre par rapport à sa pathologie, dans le côté sauveur que je peux prendre parce que la pauvre, ou au contraire, de devenir un accompagnant conscient, sain et bien positionné vraiment dans cette souveraineté de mon royaume et je laisse l'autre souverain de son propre royaume. Et à ce moment-là, la toxicité ne s'installe pas, même si la personne peut avoir une pathologie qui est toxique pour elle-même. Mmh. Alors ça, c'est vraiment très important, je trouve de le préciser parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a comme des raccourcis où c'est, l'autre qui est toxique, la personne qui est toxique. Il n'y a pas forcément de prise en considération de ce jeu psychologique, et de la toxicité davantage de la relation, même si, comme tu le dis, certaines personnes, mais c'est vrai que c'est pas, toutes les personnes, où il y a une relation toxique ne sont pas, toxiques. Même si certaines personnes peuvent avoir des troubles, psychiques, qui amènent des comportements qui ne sont pas forcément peut-être, dits adaptés et Arbia demande justement si tu peux donner quelques caractéristiques des comportements, récurrents, voilà, qu'on pourrait voir sur ces personnes finalement, dits, toxiques. C'est un peu étrange de dire quand même ça d'une personne, mais dire Ouais. d'une personne dite toxique, en tout cas d'une personne, qui peut avoir, des troubles, psychiques, Mm. induisant, des troubles, relationnels. Alors, en fait, il y a différents types de pathologies, de profils. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas de sens en réalité. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a la personne elle-même vit des difficultés. Soit c'est des difficultés bêtement cognitive, hein, bêtement entre guillemets, mais c'est cognitif, elle a des problèmes de mémoire, elle peut avoir des problèmes de liaison entre différentes informations, elle peut avoir des problèmes de compréhension. Donc ça, c'est une première zone où, en fait, elle est toxique pour elle-même, mais dans sa limitation et sa difficulté, ça peut générer une relation toxique si je veux la sauver. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Après, il y a des gens qui
qui vont être dits toxiques, mais toujours, ils le sont par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils peuvent avoir une difficulté de gestion émotionnelle. Je fais exprès de rentrer dans des exemples qui sont à côté de ce que vous attendez que que je pose, parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, on peut tous être une personne toxique pour quelqu'un d'autre. Mais c'est la manière dont on vit nous-mêmes cette chose-là qui fait que ça va devenir toxique pour soi et pour l'autre. Si j'ai un problème hormonal, on est entre femmes, du coup ça me fait penser à ça, mais si j'ai des problèmes hormonaux qui font que j'ai des sautes d'humeur extrêmement importantes, ce qu'on appelle les gens lunatiques ou hystériques, ou on peut mettre plein de choses dessus, ça va pouvoir rapidement être toxique, parce que si mon compagnon ou ma compagne subit ça, mes sautes d'humeur, on a prévu quelque chose, c'est jamais possible, je fais des crises énormes, j'arrive pas à me gérer, je le fais pas exprès. Après, bon, il y a des gens qui font exprès, c'est autre chose. Là, on rentre dans des personnalités qui sont pas dites toxiques, mais qui sont dites néfastes ou négatives. Je pense notamment aux pervers, mais les vrais pervers, hein, attention, je reviens sur la notion de pervers juste derrière. Hein. Il y a les personnes qui vont être perverses, il y a les personnes qui vont être manipulatrices, et il y a des personnes qui vont juste être malignes. Elles ont un fond où elles veulent faire mal à l'autre. Mais là, on est sur des pathologies bien plus profondes qui sont de l'ordre de la psychiatrie. Mais là, on rentre dans un autre domaine. Mais même dans ce domaine-là, il y a des gens qui pourront très bien vivre avec une personne avec cette typologie-là, parce que elle a un mode de fonctionnement qui fait que c'est OK. Si on rentre sur des gens, par exemple sur des personnalités qui ont du mal à être en lien avec d'autres humains, il y a des personnes comme ça qui ont des vrais problèmes de société. Je ne parle pas de sociopathes. Hein. Les sociopathes, c'est autre chose. On rentre dans quelque chose de néfaste, et de négatif et de malin. Je parle vraiment des gens qui peuvent être, par exemple, agoraphobes. Quelqu'un qui est agoraphobe peut devenir, entre guillemets, toxique pour quelqu'un d'autre si l'autre personne a vraiment envie de sortir, ou si l'autre personne veut la sauver, ou si... Mais en soi, si elle reste entre elle et elle-même, elle n'est toxique que pour elle-même. Mmh. Et alors, parce que justement, on aurait pu définir dès le début même peut-être ce terme-là. Qu'est-ce que c'est que toxique, relation toxique, et qu'est-ce que toi tu mets derrière, cette définition de ce mot-là? Puisqu'après tu fais la différence avec, néfaste, négatif ou, malin. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme toxique? En fait, on peut mettre beaucoup de choses derrière toxique, et c'est ça qui est souvent compliqué. La plupart du temps, quand on parle des gens toxiques, on va parler des personnes qui sont narcissiques, des personnes qui vont être dépendantes, les personnes qui vont être émotionnellement instables. Il y a toutes ces typologies-là qui ne sont pas vraiment des profils négatifs en soi. Mais je reviens sur cette notion de toxicité. La toxicité est là à partir du moment où, dans le jeu relationnel, ce que j'amène, c'est quelque chose qui va faire sombrer l'autre dans quelque chose de lourd, de limitant, de frustrant, et que l'autre est aussi, entre guillemets, responsable, puisqu'il choisit de continuer à faire ce cheminement avec moi pour X ou Y raison. D'où la notion de transaction. C'est que je propose quelque chose de toxique et l'autre le prend. Et l'autre le prend pour plein de raisons différentes. Soit parce qu'elle se raconte que j'ai besoin d'être aidée, ou j'ai besoin d'être sauvée, ou c'est sa responsabilité, etc. etc. Et dans ces cas-là, c'est une toxicité qui est relative en fonction de comment moi je me positionne par rapport à la question, en fait. Mmh. Merci. Donc oui, c'est vraiment la définition est relatif, selon aussi, les personnes et notre positionnement. C'est bien ça? Mmh. Mmh. Complètement, Et complètement. et donc par rapport à cette toxicité, mais aussi, à la dépendance affective, il y a des questions, notamment de Mélie Diola, qui concernent la relation parent-enfant. Mmh. Souvent là, on le voit, comme tu disais, hein, il y a différentes sortes, d'amour, et puis aussi, cet, amour, des parents aux enfants, et inversement. Et donc ce qu'il est demandé, c'est finalement, est-ce qu'on peut être aussi dépendant dans l'affection de nos enfants,
à vouloir trop en faire, par peur de décevoir, dit Mélie. Et puis d'autres questions aussi par rapport à ses parents éventuellement toxiques ou maltraitants, quelle est la différence? Comment faire la part des choses? Mmh. Dans Je te le donne pas 2 questions, mais alors comme c'est dans le thème parents-enfants. ouais, dans le côté toxique et maltraitant, quand on parle des parents, la frontière est mince. C'est important de le poser en amont parce que si je prends par exemple une maman qui va être, dépressive, on peut rapidement mettre en place une relation toxique et maman peut devenir maltraitante. Mais c'est pas une maltraitance voulue, c'est une maltraitance qui découle du fait de la dépression et du fait que maman n'est pas disponible pour s'occuper de moi. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler parfois des négligences. Voilà, C'est après c'est pareil, un mmh, parent qui est malade, ou même un parent qui est bipolaire, c'est extrêmement difficile de vivre avec un parent bipolaire, ou même avec un compagnon ou une compagne qui est bipolaire. Parce qu'il y a ses hauts, il y a ses bas. Après, c'est les enfants ne sont pas équipés, en fait, pour pouvoir gérer ça. À cet endroit, la vraie question à se poser et à regarder, c'est où est l'autre parent? Celui qui doit prendre normalement, entre guillemets, «le relais» puisqu'il a choisi d'avoir des enfants avec la première personne. Après, on retrouve des configurations où les 2 parents ont des pathologies et là, ça devient encore plus compliqué. Mais là, c'est une question de responsabilité. C'est vrai que la zone des enfants, c'est quelque chose de complexe. Je vais faire un petit décalage en fait. On va faire un pas de côté et on va essayer de le regarder autrement. Dans le début de vie qu'on a, chacun de nous avant de venir s'incarner a fait le choix en fait de la famille dans laquelle il ou elle allait s'incarner. On a choisi nos parents par rapport aux caractéristiques qui sont les leurs, par rapport au karma familial qui se pose, qui est en résonance avec notre propre karma individuel. Et si on vient dans cette configuration-là au départ, c'est parce que les cartes qu'on a en main au départ vont nous permettre de faire des expériences, de faire des apprentissages qu'on a besoin de faire en tant qu'âme. Alors oui, ça peut être très difficile, ça peut être très souffrant, ça peut être pénible, mais pour notre âme, c'est quelque chose de nécessaire. Et on a à un moment donné, ce choix-là, bien sûr que je ne remets pas en cause la difficulté et la souffrance de ce qui est vécu hein, pour l'enfant qui subit ça, parce que lui n'a pas le souvenir de pourquoi il est arrivé là et pourquoi il a choisi cette famille-là. Mais en attendant, dans ses mains, il a un certain nombre de cartes et quand il va devenir adulte, cet enfant-là, il aura acquis, il aura développé certaines ressources qu'un enfant qui serait arrivé dans une famille aimante, soutenante, etc., n'aurait pas en main. Et une fois adulte, il a la possibilité, là aussi, de prendre en responsabilité pour choisir, OK, quelles sont les cartes que j'ai en main dans mon jeu de départ que je veux garder, quelles sont celles que je ne veux pas garder, quelles sont celles que je vais jeter et j'irai en tirer d'autres au fur et à mesure de ma vie. Et pourquoi j'amène ce pas de côté, c'est pour qu'on puisse prendre en fait la vision de cette profondeur parce qu'elle est importante. On peut vraiment rester dans la difficulté incarnationnelle de ce qui se passe et s'affliger et pleurer sur son propre sort, ce qui est légitime, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais dans ce cas-là, on va rester dedans ou de choisir d'accepter que ben, ça a démarré comme ça, mais je peux choisir de vivre un autre voyage. Je peux faire un autre voyage du héros à un moment donné. Et c'est important de voir comment ça fonctionne d'ailleurs, le voyage du héros. C'est qu'à un moment donné, je suis dans une configuration qui ne me convient pas. La réalité telle qu'elle m'est proposée à l'instant T ne me convient pas. Je ne veux pas jouer avec ces règles-là. Du coup, je vais écouter l'appel intérieur, celui qui m'est proposé, d'aller vivre autre chose. Même si on me dit que c'est pas possible, mais tu comprends parce que tes parents, ceci, cela, et puis tu as vécu ça parce que c'est la faute de ta mère et de ton arrière-grand-père et du voisin, et bref. Et de se dire, non mais ok, c'est bon, cette là d'histoire, je l'ai entendue, moi elle me convient pas, je sais que je peux vivre autre chose de bien plus beau que ça parce que la vie est généreuse et l'amour est disponible. Et je suis pas obligée de rester dans cette zone de mal-amour. Je peux choisir de changer de terre. Je peux changer de pays. Je peux aller dans un pays où ben, c'est plus beau, c'est Déménagement. plus bienveillant. C'est ça. Et du coup,
je passe à mon étape 2. J'ai entendu l'appel et j'accepte de l'écouter et d'y aller. Mais à ce moment-là, on passe en zone 3. La zone 3, c'est OK, avant de partir, je vais regarder ce que j'ai à ma disposition. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai pour moi? Je prépare mon sac, je prépare mes affaires. Peut-être que je vais aller visiter quelqu'un qui va me donner des bons conseils pour mon voyage. Je me prépare parce que je sais que l'étape d'après, mon étape 4, ben, mon étape 4, c'est y aller, quoi. Il faut y aller. Il va falloir que je dépasse ma peur, j'embrasse ma peur et j'y vais. Je choisis que je pars à l'aventure pour aller vivre autre chose. Même si tout le monde me dit, ouais, mais non, ça n'existe pas, ton truc, tu vas droit dans le mur, c'est pas possible, la terre est plate, tu vas tomber sur le bord. Enfin, je fais exprès de prendre des images comme ça parce que c'est un peu ça. À partir du moment où on décide qu'on va dépasser nos peurs, tout le monde nous jette ses peurs à la figure, hein, parce que ça ne va pas marcher. Attends, personne ne l'a fait. Pourquoi toi? Ben, parce que j'ai décidé que moi, j'avais le droit à autre chose. Je veux m'offrir autre chose. Et oui, c'est possible, parce que l'amour est infini et je sais que je peux aller goûter à ça ailleurs, autrement, dans d'autres conditions. Et à partir de là, ben, il y a le passage du seuil. Et le passage du seuil, ben, c'est le moment où on va aller marcher sur le chemin. Donc, ça, nous, ce sera la fin de notre voyage, le 5e, enfin la fin de notre voyage d'aujourd'hui en tout cas, ça sera pour passer au reste. Mais notre passage à l'action, notre numéro 4, on le fera pendant le temps de reliance. C'est important pour pouvoir avoir ces ressources supplémentaires pour pouvoir décider de vivre autre chose. Parce que même si on a eu des parents maltraitants, même si on a eu des parents qui nous ont fait souffrir, il y a des parents aussi qui eux-mêmes vivent la dépendance affective de façon extrêmement forte et qui, comme ils n'arrivent pas à trouver des sources d'amour pour eux de l'extérieur, vont, et là c'est très difficile à vivre pour les enfants, ils vont mettre les enfants en porte-à-faux en les positionnant dans cette situation où l'enfant doit donner de l'amour aux parents, et si l'enfant ose dire qu'il part, par exemple pour un voyage du héros, ça va être oui, mais si tu t'en vas, je vais mourir. Si tu pars de mon système, si tu ne me donnes plus ton amour, je vais me suicider, je vais arrêter ma vie, parce que tu es la seule source d'amour que j'ai pu trouver. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un enfant de vivre ça, parce que le poids de charge qu'on met sur les épaules de ce pauvre enfant n'est pas supportable, n'est pas acceptable, ça ne devrait même pas être le cas. Mais il faut pouvoir voir que avant lui, son parent est déjà dans la dépendance affective, et sa solution pour pouvoir répondre à sa dépendance affective, plutôt que d'aller chercher des sources extérieures auprès de gens responsables en capacité de pouvoir voir ce qui est en train de se jouer, et donc de ne pas rentrer dans une relation toxique, ben on va aller le prendre auprès de l'enfant, parce que l'enfant, lui, c'est une source d'amour infini, sans fin, dans l'instant présent, et il ne cherche pas à comprendre s'il donne ou s'il ne donne pas, il donne. Il donne jusqu'au moment où il peut se rendre compte que, ouais, mais là, c'est pas juste. Merci. Je pense que ça répond aussi à la question de Mélie, par rapport à sa dépendance affective, de nos enfants, comme elle demandait. Mmh. Mmh. Mais c'est une configuration, le parent qui fait ça, en fait, s'en rend pas compte. Pour lui, c'est un peu sa seule solution de survie. Il croit réellement que si l'enfant arrête de jouer le jeu de la dépendance avec son parent, le parent va mourir. Et puis l'enfant porte ce poids-là, parce que même sans lui dire, énergétiquement parlant, dans l'invisible, il y a cette loi, cette espèce de loyauté, en fait, invisible, qui dit à l'enfant, mais tu dois continuer de m'abreuver d'amour, parce que si tu arrêtes de le faire, et même si c'est pas juste pour toi, si tu arrêtes de le faire, je vais mourir et ce sera ta faute. Il y a cette notion de Mmh. c'est ta faute qui est Mmh. absolument dramatique, et dont c'est important de sortir. Et c'est important aussi de faire une espèce de sorte de prévention auprès des parents, de dire attention, l'enfant n'est pas en capacité, il n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir se prémunir de ce genre de choses. On le voit de plus en plus d'ailleurs dans le cadre des foyers monoparentaux,
où il y a un parent qui va garder les enfants, qui va élever les enfants, ou souvent il y en a un seul d'ailleurs, c'est surtout dans la configuration où il y en a un où c'est compliqué, où il va y avoir une relation fusionnelle qui va se faire avec l'enfant. Et dans la construction de l'enfant, quand cette fusion est trop importante, en fait, le parent se positionne comme un élément qui va rendre l'enfant incapable de pouvoir développer des relations saines d'amour avec d'autres, puisqu'il est déjà en train de tout donner à son parent. Et grandissant, quand il va passer à l'époque où il commence à normalement avoir des petits copains, des petites copines, etc., le parent vient se positionner en fait comme l'élément, je ne sais pas comment dire ça, d'ailleurs le mot va être faux, hein, mais c'est pas grave, mais incapacifiant, ou je ne sais pas comment dire ça, qui met dans cette incapacité de pouvoir tisser une relation avec un petit copain ou une petite copine, parce que le parent prend la place. Cette notion de place, elle est souvent présente en fait dans ces configurations de dépendance affective et de relations toxiques. Chacun doit avoir sa juste place pour que ça ne se mette pas en place. Mmh. Et c'est vrai que dans tout ça, souvent, l'enfant souffre parce qu'il n'a pas les outils pour. Mmh. Oui, c'est après adulte qu'il va pouvoir, bien comme tu disais, commencer à choisir, à déménager et faire le voyage de ce déménagement, ce voyage du héros. Mmh. Mmh. Mais c'est un Mmh. déménagement qui se fait à l'intérieur de nos terres. Oui. C'est Oui, ça oui, qui est oui, bien important. sûr, c'est qu'une image. Ah oui, oui, alors c'est une image, oui et non, parce qu'on se rend compte que souvent les enfants qui deviennent adultes et qui se rendent compte de ça, leur réponse souvent va être de partir vivre à l'autre bout du monde. Mais partir à l'autre bout du monde ne règle pas le problème. Juste, il amène un délai. On décale le problème. Parce que le moment où, et c'est infaillible, à un moment donné, un événement va faire qu'on va retourner voir notre parent, quand on revient, en fait, on est au même endroit. Mmh. Mmh. Ça n'a pas bougé. La transaction, la nature transactionnelle de la relation avec le parent reste la même, puisqu'on ne l'a pas réglée, on ne l'a pas pacifiée, on n'en a pas fait autre chose. Mmh. Merci en tout cas pour toutes ces précisions par rapport, aux enfants, à la relation aussi parents-enfants, à cette dépendance, affective, à ces demandes, d'amour et puis ces places, ces personnes, que nous sommes parfois et que nous prenons une autre place, que la nôtre et cetera. Tu nous as parlé de différentes étapes Mmh. du voyage du héros. On en est à la combien Là, là? en fait, on est à la troisième. On On est à est à la celle troisième. où on faisait le point sur nos ressources, ce qui était disponible pour nous. On Mmh. était sur heu, le choix ou pas de faire ce passage à l'action, de choisir pour nous de sortir de la dépendance affective et de sortir des zones de relations toxiques. C'est un choix qu'on peut faire entre soi et soi. C'est ça qui est important de regarder. C'est entre soi et soi. Et l'étape d'après, aller à l'étape d'après, on va passer Mmh. par le temps de reliance. Les étapes suivantes passeront par les ateliers. Je Oui. vous reprends le déroulé. Donc, l'appel a été là. On a choisi que la Mmh. règle du jeu n'est pas OK. On a répondu à l'appel en disant, voilà, moi je décide de vivre l'amour sous un autre aspect que celui du manque, parce que c'est pas OK pour moi. Là, on s'est préparé, on a regardé nos ressources, qu'est-ce qui est là. Mais ce qui est aussi important de poser, c'est aussi notre intention. Quelle est notre intention pour nous-mêmes? Et cette intention pour nous-mêmes, on la posera avant le temps de reliance qu'on fera ensemble, qu'on va faire juste après. Et après ce temps de reliance, ce sera un choix de passer le seuil et d'aller marcher sur le chemin pour pouvoir transformer ça. Et les étapes d'après viennent à travers les ateliers. On va vraiment aller crescendo à travers les ateliers, sachant qu'au premier atelier, on va expérimenter dans la matière, on va chercher des outils, on va trouver du soutien, on va avoir ce qu'on peut appeler des mentors ou des aides. Chacun Mmh. pourra choisir, mais en tout cas, il aura des outils pour pouvoir commencer à mettre en œuvre. Dans le Mmh. premier atelier, que j'ai appelé découvrir et s'abreuver
au point d'amour. Je le rappelle juste, c'est jeudi 4 mai pour, petite information quand même, technique, c'est jeudi 4 mai pour les personnes qui seraient intéressées et bien sûr, ça sera en replay, que ça soit le premier ou le deuxième atelier et je vous remets le lien dans le chat et pour les personnes qui regardent ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie ou YouTube, vous avez juste en dessous dans la description le lien aussi pour avoir toutes ces informations et vous inscrire à ces ateliers, donc dans la description ou en bas de la page. Voilà, je te laisse continuer, mais c'était simplement si les personnes sont déjà intéressées et veulent en savoir plus, les liens sont là. Merci, merci. Oui, donc dans ce premier atelier, en fait, on va continuer, en fait, notre voyage du héros, et on va aller rencontrer, en fait, ce fameux prince charmant ou cette fameuse princesse charmante, qui est censée, nous sauver. Et en fait, on va aller les rencontrer pour qu'on puisse avoir un antidote, pour sortir de cette, croyance, dont on a tous hérité, qu'on a besoin d'un sauveur ou qu'on a besoin de rencontrer notre part perdue. Il y a cette espèce de croyance, qui est venue en fait je crois que c'est Socrate qui avait raconté cette histoire-là, où au départ les humains en fait c'était un androgyne, mais c'était un androgyne avec 4 bras et 4 jambes et qu'à un moment donné, par punition, ils ont été divisés en 2 et que leur malédiction, c'était de passer toute leur vie à chercher leur moitié pour pouvoir être entiers. Et ça, c'est qu'une histoire, en fait, c'est pas la réalité. Et à un moment donné, c'est important de pouvoir sortir de cette réalité. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on va pouvoir devenir notre propre aimant. Et c'est ce qu'on va apprendre à travers aussi ce premier atelier-là, c'est à apprendre l'importance de devenir notre propre aimant et d'avoir les outils pour pouvoir le faire. Après, on ouvrira un espace ensemble pour aller se connecter vraiment à notre soi profond et à l'amour en nous, puisqu'on a cet accès-là à l'amour. Il est aussi à l'intérieur de nous. On prendra aussi le temps d'aller rencontrer nos parts qui sont souffrantes, qui sont blessées, de pouvoir aller les guérir, de pouvoir voir ce fameux enfant intérieur et quelles ont été ses expériences. L'idée étant que chacun puisse, s'il le souhaite, prendre la parole et qu'on puisse l'accompagner aussi dans ce travail-là au sein des ateliers. Et on ouvrira du coup un espace en fait d'échange et de partage pour que chacun puisse être soutenant aussi pour l'autre et qu'ensemble on puisse co-créer quelque chose qui soit meilleur pour vous. Donc ça, c'est le programme du premier atelier, vraiment autour de la dépendance affective. Et dans le deuxième atelier, qui sera au mois de mai, donc la semaine d'après, ce sera le 10 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est bien le 10 mai, le mercredi 10 mai. À ce moment-là, on va vraiment rentrer dans cette zone dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, qui est d'être et incarner le souverain, le souveraine de notre propre royaume. Ça, c'est une clé magnifique et vous verrez, c'est un atelier qui est extrêmement riche parce qu'à partir du moment où on rentre dans ce rôle-là, qu'on comprend comment ça se joue, qu'on comprend comment les choses peuvent se mettre en forme, se mettre en œuvre et comment on peut vivre une relation qui soit juste, équilibrée et saine. Et vous allez voir qu'il y a plein de comportements qu'on a et qui ne le sont pas du tout sains, ni pour soi, ni pour l'autre, mais qu'on fait de façon naturelle en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on arrive à sortir ça, en fait, à sortir de ça, pardon, on va pouvoir enfin sortir de la boucle sans fin des relations toxiques. Parce que souvent, on a une relation toxique d'une certaine forme, puis on rencontre quelqu'un d'autre et on met en place une autre relation toxique d'une autre forme ou de la même forme et on reproduit parce qu'on n'a pas cette porte de sortie. Et cet atelier-là, ça va vraiment être ça, trouver les clés pour avoir toutes les portes de sortie de ce qui se joue là, pour pouvoir rentrer dans un espace de paix où on va pouvoir co-construire un couple qui soit sain. Et je parle de couple, mais ça ne se joue pas qu'à cet endroit-là. Ça se joue aussi dans tout type de relation, amicale, familiale, professionnelle. Voilà, tout ça, ça va se jouer et on va voir comment on peut prévenir, guérir, pacifier, harmoniser tous les débuts, les prémices de toxicité ou même de pouvoir désamorcer, entre guillemets, la toxicité qui est déjà installée. Et on va apprendre aussi à identifier et là aussi désamorcer tout ce qui est prise de pouvoir, tout ce qui est invasion en fait du territoire de l'autre. Et on va apprendre à voilà, déployer tout ça sereinement, à pouvoir se reconnecter à soi pour pouvoir
identifier en fait les éléments pour pouvoir voir ce qui se joue réellement dans la relation, au-delà de ce qu'on pense être en train de faire avec l'autre. C'est un positionnement que les accompagnants connaissent, hein, c'est ce qu'on appelle le positionnement méta. C'est le moment où on regarde au-delà de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se joue dans la transaction relationnelle? Voilà, et tout ça pour pouvoir devenir en fait co-créateur d'une expérience saine dans la relation à l'autre. Et on ressort tous grandis de là. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc le 4 mai et le 10 mai pour ces 2 ateliers. Toutes les informations sont en description et sachez qu'en ce moment avec l'Académie de la Nouvelle Vie et Laetitia, eh bien, vous avez un tarif, particulier, vraiment très accessible vu la situation, actuelle pour vous aider justement sur votre chemin, peu importe, eh bien, voilà, la situation dans laquelle, vous êtes. Je te laisse, peut-être avancer sur ces étapes, du voyage maintenant qu'on sait, la suite et comment, les ateliers vont pouvoir nous aider à nous libérer, à pacifier toutes ces relations, finalement d'amour avec un grand A et les relations, que l'on peut avoir, que ce soit avec, les amoureux, les parents, la famille, les amis, Nos dragons. les collègues et cetera, notre ego et autres. Oui, mais c'est ça, c'est nos dragons en fait. C'est la Ouais. 7e étape, c'est apprivoiser, pardon, Mmh. nos dragons et expérimenter la vie dans de nouvelles conditions. Mmh. C'est là vers Mmh. quoi on va tendre pour ensuite redécouvrir le monde autrement, Mmh. en expérimentant ce changement-là qu'on aura décidé pour nous. En Mmh. fait, Bah, c'est super. ah oui, et la dernière étape, la 9e, ce sera évidemment, de rencontrer le succès à travers ces choix qu'on aura faits, qu'on aura pu expérimenter, mettre en place et vraiment les vivre dans la vie, de Et tous là, les c'est la jours. suite. Vous Et nous oui, enverrez des petits messages pour dire un peu comment ça s'est passé, pour vous, et oui, pour pouvoir suite aux aller vers ateliers. cet amour Mmh. sain et serein et mais voilà, notre étape aujourd'hui, la dernière, enfin l'avant-dernière étape, ça va être vraiment ce choix de vivre ce temps de reliance entre soi. Alors il y a entre soi et soi, mais il y a entre soi, l'autre, soit les autres. Après, chacun va pouvoir faire sa propre expérience. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ce qui va être important, c'est l'intention qu'on va prendre vis-à-vis de soi-même pour ce temps de reliance. Donc, je vous invite chacun à prendre ce temps-là, de regarder, voilà, est-ce que je veux simplement m'offrir ce temps-là entre moi et moi? Est-ce que c'est entre moi et d'autres? Chacun, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, souvent je le précise, mais vraiment il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a que celle qui a résonance en vous et qui va vous toucher. Est-ce que vous avez besoin aussi peut-être, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir une présence soutenante et dans ce cas-là, de pouvoir dans votre cœur dire: «Voilà, bah, peut-être que pour pouvoir, m'autoriser à vivre cette expérience d'amour, heu, bah, je sais que j'ai besoin de me dire: "Voilà, je me connecte à, une personne, une autre, peut-être un grand-parent, un parent, un ami, votre chien, il y a pas de bonne réponse. C'est vraiment entre vous et vous et de pouvoir vous poser, vous trouver un siège, votre lit, peu importe où vous êtes, votre canapé, de mettre, vos pieds sur votre support ou au sol. Vraiment, l'idée, c'est juste d'avoir les jambes décroisées pour que la circulation, elle puisse se faire et on va fermer les yeux. On va vraiment poser notre corps, on va fermer nos yeux. On va s'offrir notre intention dans la configuration qu'on a choisie pour nous-mêmes. Moi, dans ma configuration, ça va être celle où mon intention, c'est d'être là, de pouvoir être soutenante aussi pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir une présence soutenante et de vivre ça ensemble. Mais chacun est libre de solliciter, on va dire, ma présence ou pas. Et c'est OK. Si vous la sollicitez, elle est à vous. C'est déjà acquis. C'est déjà donné. Il y a juste à le poser dans votre intention. Et on va fermer les yeux et on respire. Déjà, il y a cette connexion à soi et peut-être à l'autre ou les autres, selon votre configuration. Et on va ralentir. On va vraiment laisser notre corps se relâcher pour être vraiment dans cette présence à l'intérieur de soi. C'est un temps où ce qui est important, c'est soi,
nos terres intérieures et l'intention qu'on a posée. Et on va utiliser la respiration simplement pour nous laisser bercer dans le flux du souffle de la vie. De pouvoir déjà reconnaître que le flux du souffle de la vie est déjà rempli d'amour et on a le droit d'y goûter. Qui que vous soyez, on y a le droit. Il n'y a pas à le mériter. C'est un droit libre à chacun de s'offrir la possibilité de recevoir et d'y goûter. Et d'accueillir. Et on va monter ou descendre en fonction de là où est notre présence à l'intérieur de nous. On va commencer par poser notre présence dans notre cœur. Vraiment de se poser à l'intérieur de notre cœur et d'y accueillir ce flux du souffle de la vie, d'y accueillir l'amour qui nous est donné si on s'autorise à le recevoir. Et de là, pose notre présence dans notre cœur. C'est notre point de départ. Et de ce point de départ, en inspirant, on va aller se connecter au plus haut de notre crâne. Ça fait comme un trait de lumière, comme une cordelette dorée. C'est vraiment à vous de ressentir, choisir qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui a résonance en vous. Mais c'est cette connexion entre votre cœur et la partie la plus haute de qui vous êtes. Et depuis ce point le plus haut de qui vous êtes, il y a une ouverture qui va se faire et quand vous respirez, c'est comme si le souffle du flux de la vie rentre par le plus haut de qui vous êtes, coule jusque dans votre cœur et inonde le reste de votre corps. Et en expirant, on va continuer cette liaison entre le plus haut de qui vous êtes, votre cœur, et le plus bas de qui vous êtes. Et on laisse ce flux du souffle de la vie et l'amour vous inonder du plus haut au plus bas. C'est comme une douche, ça ne va que de haut en bas. Et ça vous inonde à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous y avez le droit. Vous avez le droit d'être aimé. Vous êtes parfaitement aimable. Peu importe ce que vous avez été, ce que vous avez pu faire, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui ou même ce que vous vivrez demain, vous y avez le droit à cet amour, à recevoir tout ce souffle du flux de la vie rempli d'amour et de vous en nourrir, de vous en abreuver et de laisser vos terres être irriguées par ça. Et on va l'accueillir dans un temps de silence, pas très long pour éviter les personnes qui sont dans l'inconfort dans le silence, mais déjà quelques instants dans le silence. Vous pouvez choisir de rester dans un silence intérieur où mes paroles ne seront là que pour continuer à alimenter le silence, ou si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez écouter les propositions que les mots que je vais verbaliser vont vous offrir. Dans cette première étape, on va retourner dans notre cœur
Et on va reconnaître que dans ce cœur, il y a la paix, le calme, le silence. La paix, le calme et le silence. La paix, le calme et le silence. Et avec eux s'étendent tout cet espace qui est serein, vaste et spacieux. Et à l'intérieur de vous, vous accueillez ce calme, vaste et spacieux. Et vous appréciez ce calme, vaste et spacieux. Pour pouvoir vous rendre compte que, aussi infini que soit cet espace, il est serein, plein de joie et d'amour. Et oui, aussi infini que soit cet espace, sans limite, il est rempli de cet amour, de cette joie, de cette sérénité. Autorisez-vous à y goûter pleinement l'amour, la joie et la sérénité. Et on va prendre le temps simplement d'accueillir ce qui est présent pour nous dans cet instant. Il n'y a rien à faire, simplement accueillir ce qui est là, tel que c'est. D'écouter, de le recevoir, de le reconnaître. Et d'accepter que c'est là, tel que c'est. Certains d'entre vous peuvent peut-être le ressentir, peut-être que pour d'autres c'est moins le cas. Et il y a un cadeau pour vous, là, qui se pose à l'intérieur. Prenez le temps simplement de l'accueillir, que vous le ressentiez ou pas, n'a pas d'importance. Ce qui est important par contre, c'est de pouvoir remercier et d'être dans cette gratitude du cadeau, de la grâce qui vous est offerte dans cet instant, pour vous. Pour ceux et celles pour qui c'est intense et peut-être un peu trop intense, vous pouvez vous aider de votre respiration. Vraiment en allongeant la respiration, ça va vous permettre de pouvoir accueillir cette vibration avec plus de fluidité, vraiment dans cette circulation de haut en bas. Quand vous expirez, expirez l'air par vos pieds, ça va vous aider.
Chacun va écouter son rythme. Pour celles et ceux pour qui c'est un peu compliqué dans les jambes, ne vous inquiétez pas, ça va descendre. On va respirer, on va faire une série de 3 longues et profondes inspirations et expirations. On va chercher une inspiration profonde. Quand on expire en faisant descendre le souffle à travers notre corps, à travers notre bassin, nos jambes, nos genoux, nos bas-jambes, nos pieds. On expire par les pieds dans la terre. Progressivement, comme si on soufflait dans une paille, par la bouche, et en même temps, on expulse par les pieds. On va recommencer. Une inspiration profonde. Et on expire. Encore une fois, vous faites à votre rythme, chacun a le sien. C'est important de vous respecter. On remplit d'un air nouveau, une énergie nouvelle. Et on expire. En évacuant tout ce qui est ancien, obsolète, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est décroché. Et on le rend à la terre, qui le recyclera. Si vous sentez que vous avez besoin de respirer encore, autorisez-vous à le faire. Chacun est garant de lui-même, s'écoute, se respecte, s'aime et s'offre cette attention de ressentir ce qui est bon et juste pour lui. Et ensuite, chacun à son rythme pourra réguler sa respiration et quand il ou elle le souhaite, ouvrir les yeux. Pour celles et ceux qui arrivent un peu plus tôt que les autres et qui souhaitent partager, s'ils le souhaitent, ce qu'ils ont vécu, c'est une possibilité qui vous est offerte. Merci Laetitia. Avec plaisir. C'est un doux moment, en tout cas pour ma part. J'ai veillé à ne pas partir trop loin et à rester ici, les yeux un peu en regardant. En tout cas, c'était agréable. C'est des moments qui sont précieux, on ne se rend pas toujours compte, mais le temps qu'on se donne, qu'on s'offre, l'attention qu'on peut se donner à nous-mêmes dans ces temps, ne serait-ce que d'être en lien avec la vie, en fait, hein, parce que la vie est amour. Être en lien avec la vie, déjà, rien que ça peut tout changer. Rien que ça. Donc ça, c'était notre étape à nous pour choisir de nous engager par une première action dans cet appel intérieur qui est le nôtre, de pouvoir vivre l'amour autrement, en dehors de ces maladies du mal-amour. L'étape d'après, notre passage du seuil, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment s'engager sur ce chemin-là, eh bien, ce sont les ateliers. Est-ce qu'on pourra visiter ensemble, là où on ira cheminer ensemble, sachant que ce qui me tient vraiment à cœur dans les ateliers, et je pense que c'est important de le poser, c'est qu'ensemble on puisse co-créer en fait cette expérience qui va être la nôtre. Il n'y a pas de chef de file en fait. Chacun sera là pour lui, par rapport à son intention, par rapport à l'appel qu'il a à l'intérieur de lui, de pouvoir vivre un amour plus sain. Et c'est ça qui est important. Merci. Donc, il ne me reste plus qu'à suivre, pour ceux que ça concerne, eh bien, justement, votre appel intérieur. Et pour expérimenter davantage, aller davantage dans cette voie de cet amour sain, doux, comme tu aimais le dire.
Et je rappelle que, bien sûr, le lien est dans le chat et puis dans la description si vous voulez, nous rejoindre, que ces 2 ateliers seront aussi, en replay. Donc même si vous n'êtes pas là aux dates, prévues, vous pourrez regarder en replay, vous pourrez même télécharger pour le voir en dehors, d'internet. Donc voilà, c'est à vous de voir en effet, votre intention, votre décision, vers où vous souhaitez aller. En tout cas, c'est cette possibilité que nous propose, Laetitia. Mmh. Ted te remercie pour ce moment très reposant, hors du temps. Mmh. Merci pour le partage. Avec plaisir et il y a une précision d'ailleurs que ça me Mmh. semble important de poser, c'est que à partir du moment où vous choisissez de prendre ce chemin, en fait, de transformation et de pouvoir vivre ce cheminement à travers les ateliers, vous aurez un lien, en fait, on puisse vraiment échanger. Ce sera un groupe privé dédié aux personnes qui veulent suivre cet appel-là pour que justement, même si vous n'êtes pas présent ou présente pendant les ateliers et même si vous êtes présent ou présente dans les ateliers, mais que vous souhaitez avoir un échange, poser des questions et déposer des choses. Il y a cet espace-là qui vous est offert aussi. Merci pour la précision, pardon et c'est intéressant, en effet, ce que tu proposes, de pouvoir continuer à échanger avec toi et puis avec, le groupe aussi, suite à ce voyage. Merci. Mmh. Eh bien, Avec nous arrivons à la fin de ces premières étapes de cette, conférence. Heu, vous retrouverez Laetitia lors de ces 2 ateliers, donc le 4 mai et le 10 mai, pour continuer le voyage avec elle et surtout avec vous-même, par rapport à cet, amour et puis aussi pour être, dans des relations, plus saines, plus harmonieuses, par la suite. Je te laisse Laetitia le mot de la fin avant de se dire, au revoir. mmh. Je tenais à vous remercier, tous autant que vous êtes et même l'Académie Nouvelle Vie d'avoir pu co-créer ensemble ce temps de partage, parce que c'est toujours une co-création et c'est toujours un plaisir de pouvoir, partager ce temps avec vous et le plus important, c'est les choix que vous faites pour vous, c'est cet amour que vous vous donnez à vous-même et aux autres et comme l'a dit quelqu'un bien avant moi: «Aimez-vous les uns les autres comme vous aimeriez être aimés» et pour ça, ça commence par s'aimer soi sainement et c'était juste la partie que beaucoup ont oubliée, c'est qu'avant ça, c'est s'aimer soi sainement pour pouvoir aimer l'autre tel qu'on aimerait être aimé. Parce que tant que vous êtes dans un mal-amour vis-à-vis de vous-même, vous ne pourrez pas bien aimer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment une clé que je tenais à vous offrir ce soir de pouvoir regarder comment vous vous aimez, comment vous prenez soin de vous et comment vous prenez soin de pouvoir bien vous aimer sainement pour pouvoir ensuite offrir ça aux autres. Voilà, ce sera mon mot de la fin que je vous offre de tout cœur. Merci beaucoup Laetitia pour ce mot, choisi de la fin et il est temps de se dire au revoir. Donc je vous souhaite une très belle continuation, une excellente soirée ou journée selon l'heure où vous nous regarderez. Merci à toutes les personnes qui ont été là, ce soir en direct pour vos retours, pour vos interactions. Merci Laetitia pour, tes partages, pour ce beau voyage, pour ta manière d'amener, les choses avec simplicité, clarté et en même temps, dépaysant. Et puis à tous ceux qui vont voir aussi, ce replay, merci à vous pour ce visionnage et on se dit à bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonne soirée. On Bye vous embrasse. bye.